Bonjour. Nous allons voir dans cette section numéro 4 du chapitre 5 des tableaux, nous allons voir la classe vecteur. Vous avez vu dans les sections précédentes que les réservations mémoire dites à la C, typiquement int tab crochet 10, vous permettent de réserver un espace mémoire, mais vous êtes totalement responsable de ce que vous allez mettre dans cet espace. Vous allez être totalement responsable de mettre la bonne information, du bon type, et surtout vous êtes complètement responsable d'aller naviguer dans cet espace avec des indices qui soient cohérents. Rien ne vous empêche en effet d'aller lire ou écrire à des indices qui sont totalement hors du tableau. Par ailleurs, lorsque vous faites une réservation dite à la C, typiquement avec un tableau C, eh bien, l'espace que vous avez demandé, la réservation que vous aurez demandé et obtenue, elle sera complètement statique dans le terme invariable. Vous ne pourrez ni augmenter ni rapetissir la capacité de votre espace mémoire. A l'inverse, avec les containers que nous allons voir, ici la classe vecteur, eh bien, vous allez être capable de dimensionner à la demande l'espace dont vous avez besoin. Et dans la mesure où il s'agit d'une classe, les objets de cette classe vont vous mettre à disposition toutes les méthodes associées qui vont grandement faciliter la gestion de cette structure. Alors typiquement, les vecteurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui vient de la bibliothèque standard qui va vous mettre à disposition des containers. Et les containers, précisément, sont des éléments qui vous permettent une facilité d'utilisation pour typiquement des espaces mémoire ou des algorithmes. On en voit ici par exemple, nous on va focaliser sur les array vecteurs, mais on va pouvoir faire des listes, on va pouvoir faire des piles, des queues de priorité, toutes des choses que l'on saurait parfaitement faire nous-mêmes, mais qui sont déjà implémentées, déjà mises à disposition, et dès lors non seulement optimisées, mais surtout éprouvées. Si on veut voir les containers plus en détail, eh bien nous trouverons. Nous voici ici sur la page des containers, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien effectivement, un container, c'est quelque chose qui va holder, qui va contenir des objets, de sorte à les stocker. On va stocker une collection d'objets. Et ceci sera implémenté avec une grande flexibilité pour supporter ces éléments. Par ailleurs, le container va faire quoi? Il va gérer lui-même l'espace de stockage, et le cas échéant, l'augmenter, le rapetissir, etc. Donc on a différents containers qui sont à disposition. Encore une fois, on va se focaliser sur array et vecteur. Le reste sera vu en cours à SD. Alors, ce qui est particulièrement intéressant avec les vecteurs, c'est précisément le fait que la taille est dynamique. Ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs pour les arrays. Alors, non seulement la taille est dynamique, on verra leur utilisation dans un instant, mais surtout, la mémoire est gérée de façon contiguë. Alors, ça peut paraître comme ça relativement intéressant, mais surtout, la conséquence, c'est que lorsque vous voulez naviguer en mémoire pour, par exemple, traiter un tableau ou un vecteur, eh bien, les sauts mémoire seront moindres, et donc c'est une structure qui est relativement optimisée. Et encore une fois, le stockage est, lui, complètement géré automatiquement. On parlera de capacité. Par ailleurs, taille et capacité, l'occasion peut-être de le définir et de le comprendre. La capacité, c'est l'espace mémoire que vous avez réservé. Cet espace est, lui, dynamique. Donc, vous allez être capable de demander plus ou moins. La taille, en revanche, signifie le nombre d'éléments que vous avez dans cette structure. Vous pourriez très bien avoir une capacité de 10 et une taille de 3, parce que vous avez 3 éléments qui sont stockés. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir se déclarer un objet de la classe vecteur? Tout à fait à l'image des strings, nous allons devoir dans un premier temps faire l'inclusion de la classe, à savoir ici include vector. Donc avec ceci, on va avoir de quoi faire des vecteurs. Nous avions fait la même chose pour des strings. Par contre, ce qui diffère quand même notablement, c'est que lorsque vous incluez un string et que vous déclarez un objet de type string, eh bien c'est figé, on sait que c'est une collection de caractères. Mais votre vecteur, c'est une collection de quoi? C'est un vecteur de quoi? Un vecteur d'entier, un vecteur de double, un vecteur de string, un vecteur de vecteur, on verra ça. Eh bien, en effet, c'est une classe générique, donc il va falloir typer le vecteur, il va falloir dire c'est un vecteur de. Donc, vous voyez, dans cette syntaxe particulière avec les plus petits, plus grands qui entourent le type, on va devoir passer en paramètre à la classe le type de données que l'on souhaite gérer.
profite de dire également qu'à l'image des tableaux C, un vecteur est une collection de données de même type. On ne peut pas avoir un vecteur avec à la fois des doubles, des caractères et des entiers. Tout comme vous aviez une réservation mémoire int tab crochet 10. Vous aviez une collection d'entiers. Donc ici, c'est dans le même goût, dans le même principe, on va avoir une collection de même type de données. Donc, on va devoir préciser le type, c'est fait, et on reviendra sur l'idée d'avoir des vecteurs de vecteurs. En effet, ça sera très intéressant, l'occasion pour nous de créer des vecteurs de vecteurs, donc typiquement des tableaux à 2 dimensions, avec toutefois une grande différence par rapport aux tableaux de tableaux en C. Ensuite, l'identificateur, eh bien, comme toute variable, ici ça sera plutôt un objet, il s'agit de donner un nom à cette structure. Et vous voyez, on a encore 2 paramètres, taille et valeur, taille étant le nombre d'éléments que l'on souhaite, par contre il y a une valeur par défaut, et valeur, ça veut dire la valeur de l'élément que nous aurons là-dedans, avec également par défaut un 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ces 2 paramètres, ils sont optionnels puisqu'ils ont des valeurs par défaut. Alors voyons quelques exemples. On a dit il faut spécifier le type de données. Donc j'aimerais ici un vecteur d'entier. Ce vecteur, je vais simplement l'appeler V1. Et ce V1, eh bien, j'ai rien précisé comme paramètre. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin, il ne faut pas d'ailleurs mettre des parenthèses vides. On ne met pas de parenthèses, puisque c'est une déclaration. Et ça veut dire que j'ai 0 pour le nombre d'éléments. Et donc j'ai évidemment rien mentionné concernant la valeur de chacun de ces éléments. Ça veut dire que j'ai un vecteur vide. Mais à l'instar d'un tableau C qui, lui, ne pourra pas changer de capacité, lui, c'est pas grave d'avoir un tableau vide, on saura largement le faire grossir dans un instant. Si je voulais toujours avoir un vecteur d'entier, mais de dire j'aimerais bien 3 valeurs, eh bien je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 éléments. Deuxième paramètre, lui, avec comme valeur par défaut 0, ça veut dire que j'ai 3 fois 0. Si j'aimerais préciser cette valeur, toujours un paramètre ici pour la classe générique pour dire que j'aimerais un vecteur d'entier. Et ici, qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, j'aimerais avoir 5 fois 7. Donc j'ai 5 éléments, chacun d'eux valent 7. Et pourquoi pas un vecteur ici de double avec 9, mais cette fois j'ai 9 fois 0.0. Un vecteur n'est de loin pas limité à des entiers et des doubles, on peut tout à fait avoir un vecteur de string, ça veut dire qu'ici je vais avoir 4 fois la chaîne hello. Et si toujours, avec un vecteur de string, j'aimerais avoir 6 fois sans préciser le contenu, eh bien je vais avoir quoi? Je vais avoir 6 fois le constructeur par défaut de string qui sera utilisé, autrement dit 6 fois rien. Donc je vais avoir 6 fois un caractère \0, donc 6 fois un string nul. Donc dans les exemples que nous avons vus précédemment, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé parfois le constructeur par défaut, avec éventuellement le constructeur de remplissage. Mais en fait, il y a plein d'autres constructeurs. Imaginez, vous êtes capable de faire mon entier est égal à un autre entier, donc typiquement, on va être capable de recopier ou d'affecter. Et bien précisément, la classe vecteur va vous mettre à disposition d'autres constructeurs. On apprendra à faire des constructeurs nous-mêmes. Pour l'instant, on est utilisateur. Donc un constructeur de copie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, comme son nom l'indique, ça va permettre de copier les valeurs dans une nouvelle structure. Toutefois, cette nouvelle structure peut avoir une taille différente. Donc ça va copier évidemment la taille et au besoin, ça va également ajuster la capacité. Si on avait un constructeur de range qui nous permet de cette fois recopier une séquence d'éléments, une série de valeurs, depuis ou d'un tableau classique. On verra plus en détail que, en fait, on va aller se déplacer en mémoire pour aller chercher de à telle adresse et puis recopier les différents éléments. C++ a introduit encore d'autres constructeurs. Le constructeur avec la liste d'initialisation, c'est ce que nous avons avec typiquement les accolades. Et puis un qu'on ne va pas étudier ici, c'est le constructeur de déplacement qui, au lieu de recopier de l'information pour la détruire plus tard, va vous permettre de la déplacer. Typiquement, ça va vous permettre de gagner du temps et de l'espace mémoire, sinon, à un instant T, vous auriez 2 fois l'information. Alors, précisément, voyons quelques exemples avec cette fois des vecteurs qui seraient construits sur la base d'un autre. Comme précédemment, on va faire quoi?
on va se créer ici un vecteur de 3 entiers, chacun valant 7. Et un autre vecteur ici, d'entier toujours, qui vaut 4. Et on vous dit, lorsqu'on va faire un constructeur de copie, c'est typiquement ce que l'on a ici. On a V1 qui vaut 3 fois 7, et on va le copier dans V3. V3, initialement, eh bien, il était vide, il valait rien. Donc on va évidemment copier sa taille et tous les éléments que l'on a. Dès lors, sa capacité aura sans doute été portée à 3 également, puisque nous avions 3 fois 7 dans V1. Si maintenant je prends V4, V4, on est en train de le déclarer, et on va le copier avec, vous voyez, une autre syntaxe. On va copier tous les éléments de V2, ça veut dire 4. Ça veut dire copier les 4 éléments, chacun valant 0, dans V4. Donc effectivement, V3, il a 3 éléments, V4, il a 4 éléments. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on utilise l'opérateur d'affectation pour copier V1 dans V4? V4, encore une fois, il a une capacité de 4, il a 4 éléments. V3, il a sans doute une capacité de 3 et 3 éléments. Bien, si on va regarder correctement, V4, il aura quoi? Il aura 3 éléments valant 7, c'est vrai, puisque c'est ce que nous avons copié dans V1. V1, on avait ici à l'original 3 éléments. Par contre, la capacité de V4 n'a pas changé, elle reste à 4 éléments. Et puis, pour que les termes soient corrects, on a ici un constructeur de copie. Ce constructeur de copie a lieu lorsqu'on fait une initialisation. Et puis un opérateur d'affectation, c'est clairement lorsqu'on est dans une instruction, lorsqu'on est dans une affectation d'une variable, ça veut dire qu'elle est déjà créée. Alors, ce qui est intéressant, et en particulier avec le constructeur de range, c'est que précisément, il est capable d'aller en mémoire et de dire de là à là, tu vas copier les éléments pour être capable de construire un vecteur. Alors, voyons quelques exemples. Pour le premier, le plus simple. On a un tableau C tout à fait classique, ça veut dire qu'on a une structure qui s'appelle tab. En pratique, tab n'est rien d'autre qu'une adresse. Ça veut dire qu'ici, on a une adresse, et là, on a une adresse décalée de, en l'occurrence, 4 éléments. Eh bien, vous voyez, on est capable de construire notre vecteur V1 sur la base d'une adresse et d'une adresse décalée. Ça veut dire que ce tab correspond à ceci, et ce tab plus 4 correspond à cela. En clair, on va lire tout cet espace mémoire. Alors, on le verra un peu plus en détail quand on fera les pointeurs, mais ce qui est intéressant, c'est que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire tab plus 4? Est-ce que je me décale simplement de un élément mémoire? Est-ce que je me décale de un octet? Comment ça se passe? Eh bien, n'oublions pas que notre tableau est typé. Ça veut dire que le système sait précisément ce qu'il y a dans cet espace mémoire. Donc, quand on dit plus tab de 4, ça veut dire que je vais me décaler de 4 fois la taille qu'il faut pour stocker un entier. Donc, en effet, notre système est tout à fait capable de comprendre les valeurs et le décalage mémoire nécessaire pour aller traiter les valeurs que nous avons ici dans notre tableau. Et donc, notre constructeur de range, est capable dès lors d'aller lire cette information en mémoire, en l'occurrence la traiter pour construire notre vecteur, et bien sûr ceci est possible parce que dans les deux cas nous avons des entiers. Alors comment ça se passe maintenant si le tableau source n'est pas un tableau mais lui-même un vecteur? V1, c'est l'objet. C'est l'objet de type vecteur d'entier. Begin est une méthode qui va nous donner un itérateur qui correspond précisément à l'information que nous avons. En l'occurrence, ici, begin, ça veut dire au début du tableau. End, c'est un itérateur qui, en l'occurrence, vaudra l'information après le dernier du tableau. Mais évidemment, le constructeur range va pouvoir gérer ceci, et donc, même sur la base d'un vecteur, va être capable de vous construire un autre vecteur. Alors vous me direz, mais tout à l'heure, on a vu qu'on était déjà capable de construire un vecteur sur la base d'un autre vecteur. Oui, mais on prenait tout le vecteur. Ici, en l'occurrence, c'est vrai qu'on prend tout le vecteur,
mais on pourrait très bien prendre une portion du vecteur seulement, et c'est là où les itérateurs sont intéressants. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir construire un vecteur sur la base d'un autre conteneur. Ici, on aimerait bien construire un V3, mais V3 sur la base d'une liste. Alors liste, c'est quoi? C'est une autre classe. Liste, c'est quoi? C'est une autre classe. Vous voyez que c'est aussi une classe générique, puisqu'il faudra lui passer en paramètre une liste de quoi. On a renseigné cette liste avec des valeurs ici 1, 2, 3, et on a un objet qu'on appelle liste, ici, de type liste d'entiers. Et toujours avec cette notion d'itérateur, on va aller sur list.begin jusqu'à list.end, et on va donc traiter les éléments de cette liste pour retrouver une collection d'entiers et finalement construire notre V3. Les listes ne seront pas traitées dans le cours PRG, mais seront vues dans le cours ASD. Et toujours dans les constructeurs, on a vu que depuis C11, on avait la liste d'initialisation qui était possible. Une liste d'initialisation, c'est simplement une accolade. Alors cette accolade ici, on a une structure un peu particulière, c'est qu'on peut soit la passer ici tout simplement comme suite de notre déclaration, ou bien la passer en paramètre, ou avec l'opérateur ici de copie. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est de dire qu'on aimerait à la fois une certaine taille, et du coup le vecteur vaut ceci. Donc ici, il faut choisir. Ça veut dire que dans les trois cas qui nous intéressent ici en haut, la taille est découverte de par le contenu, elle n'est pas mentionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si vous vouliez une capacité différente de la taille, eh bien vous auriez à le faire ultérieurement. Nous verrons ceci plus tard. Parlons maintenant des vecteurs. Typiquement, lorsque nous avons une fonction, qu'en est-il du paramétrage et de la valeur de retour? Vous avez vu lorsque vous avez fait les tableaux C que passer un tableau C en paramètres, c'est un peu toute une histoire, puisque en réalité on passe l'adresse. Si on passe l'adresse, ça veut dire qu'on a accès à l'original de par son adresse, et en plus on passe que le début, et donc il faut un deuxième paramètre pour mentionner le nombre d'éléments que l'on souhaite traiter. D'ailleurs, ce nombre d'éléments à traiter ne pourra être vérifié quant à savoir s'il est bel et bien dans la structure ou pas. Avec les vecteurs, tout est beaucoup plus simple. D'abord, évidemment, on va pouvoir le passer en paramètres. C'est quand même un objectif, tout comme on a su le faire pour les entiers et les doubles. On l'a également déjà fait avec les strings. Les strings, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur de caractères. Et qu'est-ce qu'on avait dit concernant ces éléments-là? Eh bien, c'est que les recopier, c'était dommage, puisque ça veut dire qu'en effet, on va tout recopier cette structure, et en particulier, si c'est pour un affichage, eh bien, c'est quand même dommage, c'est une perte de temps et de mémoire. Raison pour laquelle on va, comme pour toutes les structures un peu plus complexes, systématiquement préférer un passage par référence. Alors maintenant, s'il s'agit de modifier les valeurs, alors en effet, un passage par référence est tout à fait indiqué. Mais encore une fois, s'il s'agit uniquement, par exemple, d'afficher les valeurs, de calculer les valeurs, de faire la somme, de trouver le plus beau ou Dieu sait quoi, eh bien, la référence sera peut-être dangereuse parce qu'on risque de modifier les éléments, mais pas seulement dangereuse. Si la source, ça veut dire si la valeur, en l'occurrence le container de type vecteur, est lui-même une constante, eh bien, on ne pourra pas passer cet élément en paramètre référence non constante, puisque sinon, ça veut dire qu'au sein de la fonction, on demande un droit de lecture et d'écriture sur une constante. Donc, pour ces raisons-là, lorsque on n'a pas besoin de le modifier, il est non pas conseillé, obligatoire de le passer en référence constante. Et comme je l'ai dit en prémisse, eh bien effectivement, puisqu'il sera possible, avec les méthodes qui seront mises à disposition des vecteurs, de comprendre quelle est la taille de l'élément que l'on a reçu, à savoir le nombre d'éléments que nous aurons, eh bien nous n'avons pas besoin d'un deuxième paramètre parasite pour transmettre cette information. Il suffira d'interroger l'objet que nous aurons reçu en paramètre. Alors maintenant, qu'en est-il des retours? On a appris, à l'image d'un sinus de x, à retourner des valeurs, retourner une expression. On vous a dit, attention, c'est pas possible de retourner un tableau, évidemment si ce tableau a été réservé en interne à une fonction.
Pourquoi? Parce que si vous retournez un tableau qui a été réservé localement à une fonction, eh bien en réalité vous allez retourner une adresse, ce qu'on appelle aussi un pointeur. Donc vous allez retourner l'adresse de ce tableau, mais ce tableau va disparaître puisque la fonction va se terminer. Donc vous allez retourner ce qu'on appelle une adresse fantôme. L'adresse est certes correcte, mais cet espace mémoire désigné par cette adresse ne correspond plus à la réservation. Donc c'est non seulement dangereux, mais surtout très faux. Alors qu'avec les vecteurs et notamment les constructeurs par copie, eh bien il va être possible, quand bien même c'est une réservation locale, de recopier le contenu de ce vecteur local dans celui qui va utiliser la valeur de retour à l'extérieur de votre fonction. Donc vous voyez, les vecteurs vont nous offrir une flexibilité et une aisance à l'utilisation totalement incomparable par rapport au tableau C. Bien, nous avons maintenant un vecteur, qu'il soit local ou reçu en paramètres, et il s'agit maintenant d'itérer, le parcourir pour faire une opération, ici une opération de lecture. Quels sont les éléments qui seront à disposition? Lorsque vous aviez un tableau C, nous avions l'opérateur crochet qui vous permettait d'accéder à l'élément à un certain indice. On voit ici, on a ici un tableau dont on n'a pas mentionné la taille puisque la taille sera déterminée par le contenu. En l'occurrence, on a ici un tableau de 5. Alors évidemment, si on avait ici cette façon de faire, eh bien ça veut dire que le 5 correspond précisément à la taille. Mais le problème, c'est que ce 5 est écrit en dur, c'est une constante magique, et c'est bien dommage. Alors, le size, ici, qui lui correspond au vecteur, on pourrait imaginer utiliser un autre qui s'appelle le size of, et qui pourrait être, écoutez bien, qui pourrait être utilisé pour les tableaux. Simplement, le size of, il est terriblement dangereux. Pourquoi? Parce que dans le cas qui nous occupe ici avec le tableau C, eh bien, en effet, il fonctionnerait. Le size of vous retournerait en octets le nombre d'octets réservés pour la structure. Ça veut dire que si on fait une division de size of divisé par la taille d'un entier, donc size of tab divisé par size of int, puisqu'on a un tableau d'entiers, eh bien, nous pourrions effectivement déduire le nombre d'éléments entiers que nous avons dans tab. Mais, ceci n'est possible que si nous sommes dans l'espace de déclaration du tableau. Si nous faisons ceci dans une fonction, et dans cette fonction nous avons reçu en paramètre un tableau, ce même sizeOf tab vous retournera la taille de l'adresse mémoire reçue en paramètre, donc du pointeur, qui sera invariablement la même, indépendamment du nombre d'éléments que vous avez dans votre tableau. C'est bien pour ça que, lorsque vous avez fait les tableaux en C en paramètres, vous avez dû systématiquement passer un deuxième paramètre pour comprendre le nombre d'éléments à traiter. Alors, heureusement, lorsque l'on travaille avec des vecteurs, eh bien, nous avons une méthode size qui, vous le voyez ici, associée à un vecteur. Ça veut dire que pour mon vecteur V, je demande la taille. Et la taille, au contraire de sizeOf, ne vous retourne pas une valeur en octets, mais vous retourne directement le nombre d'éléments, indépendamment de la taille d'un élément, que ce soit des strings, que ce soit un vecteur de vecteurs, que ce soit un entier, ça vous retourne tout simplement le nombre d'éléments. Alors ici, il est choisi d'utiliser par exemple l'opérateur crochet pour aller lire dans le tableau les éléments, ou l'élément, pardon, que nous avons à l'indice i, ça veut dire l'indice de 0 à, typiquement ici, on a de nouveau 6 éléments, donc l'indice va aller de 0 à 5. Alors, du coup, cet indice qui va aller de 0 à 5, eh bien quoi? On va donc itérer pour aller chercher ces indices. On va le vérifier tout à l'heure, mais en l'occurrence, c'est une façon qui fonctionne bien si vous êtes absolument sûr de ne pas avoir un indice qui sort de la structure de votre vecteur, puisque ici, cet opérateur crochet ne va pas vérifier que vous êtes en effet dans votre vecteur, ce qui ne sera pas le cas avec une méthode at que nous allons découvrir. Donc précisément, comme on l'a vu sur le transparent précédent,
l'opérateur crochet, lui, ne va pas vérifier que vous êtes bel et bien dans les valeurs connues d'indice pour votre vecteur. En clair, vous allez aller ailleurs en mémoire, et c'est pour cette raison que le comportement sera complètement indéfini, puisqu'on ne sait pas ce que vous aurez. Alors si vous n'êtes pas sûr, si vraiment vous voulez porter une attention particulière à la sécurité et, dans le doute, plutôt avoir une exception plutôt que d'aller lire une valeur improbable, eh bien vous avez maintenant un opérateur, une méthode en réalité, la méthode at, qui va faire la même chose, on le voit ici, qui va vous donner accès à la valeur qui est à l'indice tel et tel. Simplement, comme c'est une méthode, eh bien il va falloir encore mettre le point at, i, pour utiliser la méthode associée à l'objet V. Alors lui, non seulement il va vérifier que vous êtes bel et bien dans l'intervalle souhaité, mais si vous n'êtes pas dans l'intervalle, eh bien on verra ça dans le chapitre des exceptions. Pour l'instant, on peut déjà comprendre les exceptions en termes utilisateurs et pas créateurs. Eh bien vous aurez une exception qui sera plutôt claire, out of range, une exception du paquet standard, out of range qui sera levé, et évidemment si vous sortez du tableau, du vecteur, eh bien out of range est plutôt explicite, mais au moins vous avez un programme qui plante, et c'est souvent plus utile d'avoir un programme qui plante avec un message très clair de savoir où, comment et pourquoi ça a planté, plutôt que d'avoir un programme qui continue avec des valeurs totalement fantaisistes. Parfois nous sommes intéressés à comprendre quelle est la valeur du premier élément ou du dernier. Alors bien sûr qu'on pourrait faire une boucle pour aller chercher le dernier, etc. Mais vous imaginez à quel point ce serait totalement inefficace, en particulier si vous aviez un nombre d'éléments importants dans votre tableau. Alors du coup, on pourrait aussi se dire, bon, on va aller en V0, c'est correct, c'est effectivement correct et relativement facile. Ou bien on pourrait aller chercher V size de V-1, mais ça veut dire qu'on fait deux appels alors qu'on a directement des méthodes qui existent, front et back. Front et back vous retourne donc l'élément qui est positionné en valeur initiale et en queue de liste. Maintenant, qu'en est-il des débordements? On a vu avec l'opérateur pour les crochets, eh bien, on a typiquement un comportement indéfini qui dépend finalement de ce qu'on va trouver en mémoire si on va au-delà des bornes du vecteur. Mais évidemment, si vous demandez un front ou un back sur un vecteur qui est vide, alors vous aurez un débordement et typiquement un segmentation fault qui va faire planter votre programme. Nous avons vu au chapitre 3 la boucle for 2 points. Elle était très pratique, on l'avait vu typiquement avec des strings, donc vous voyez typiquement un conteneur également. Elle est fort pratique cette boucle, elle porte bien son nom. Comment est-ce qu'on la faisait? Eh bien, on utilisait un vecteur. On sait que notre vecteur est composé d'entiers. Donc, on a ici un type qui n'est pas par hasard entier. Donc, on va dire pour toutes les valeurs de mon vecteur, tu vas copier la valeur du moment dans val de type entier. Donc, en effet, si notre objectif est simplement d'afficher la valeur, eh bien, on va, tour à tour, copier la valeur du moment à l'indice concerné dans val et afficher cette valeur. Donc, évidemment, c'est très simple. Maintenant, comme je l'ai dit, on copie. Int valeur est une variable locale à cette boucle. Si l'objectif est de modifier la valeur de l'élément du tableau concerné, eh bien, il va falloir passer une référence pour être capable d'avoir accès à l'original et donc modifier cette valeur. Si maintenant vous aviez un vecteur de string, un vecteur de vecteur, bref, je suis en train de dire que l'élément de mon vecteur est un type composé. Eh bien, pour les mêmes règles que l'on a déjà exprimées, il est fort intéressant de les recevoir non pas par copie mais par référence. Et si évidemment l'objectif est peut-être de l'afficher, en aucun cas du coup de le modifier, eh bien nous pourrions ou devrions mettre ici une référence constante. Cette même boucle, for 2 points, est en fait utilisable même si on avait un tableau C. On voit ici un exemple, on a un tableau C, et on va dire pour toutes les valeurs de mon tableau, j'ai un entier, donc je vais me faire une valeur de type entier. Ça veut dire qu'on va copier tour à tour les valeurs de mon tableau dans val pour finalement les afficher.
Mais attention, si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'on vous a dit dans les premières sections de ce chapitre qu'il fallait un deuxième paramètre pour la taille, en l'occurrence le nombre de valeurs à traiter? Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit il y a quelques transparents concernant le size-off. Si vous êtes dans l'espace de déclaration, ça veut dire que si le système peut comprendre les dimensions du tableau, eh bien, effectivement, c'est utilisable. Mais si vous avez reçu votre tableau typiquement par paramètre, eh bien, votre tableau n'est rien d'autre qu'un pointeur. Donc, on n'a pas d'itérateur sur un pointeur, et donc, on ne va pas pouvoir le compiler avec les informations que vous avez sur cette partie inférieure. Donc vous voyez ici, on a fait quoi? On a reçu notre tableau en paramètres. Ça veut dire que tab n'est pas un tableau. Tab est seulement une adresse. En l'occurrence, c'est l'adresse de la première cellule du tableau. Et du coup, eh bien, si c'est la première cellule du tableau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simplement l'adresse de cette cellule. Et donc, l'information que l'on a ici, ce n'est pas une liste de valeurs, c'est juste une adresse. Donc, les types sont complètement incohérents et évidemment, ça ne peut pas compiler. Nous avons vu les itérateurs il y a quelques slides et on a vu cette boucle for 2 points. Peut-on utiliser à la fois la boucle traditionnelle for avec des itérateurs? Eh bien, si on le fait, ça implique que nous avons une variable de boucle de type itérateur. Oui, on peut. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va se faire déjà une variable de boucle i. Simplement, cette variable doit être de type itérateur. Mais attention, pas n'importe quel itérateur. Un itérateur sur un vecteur d'entier. Parce que, évidemment, le déplacement, le décalage ne sera pas le même si c'est un vecteur de double ou autre chose. Donc, il faut préciser que le type, c'est quoi? Eh bien, c'est le type d'un vecteur d'entier pour un itérateur. Enfin, à quoi est-ce qu'on va l'affecter, cette variable, lors de la première itération? Eh bien, à un itérateur. Qu'est-ce qui nous retourne un itérateur? La méthode begin, par exemple. Donc, on va dire que v vaut, en l'occurrence, i vaut quoi? Vaut le premier itérateur sur l'élément 0 de notre tableau. Et puis, on va faire quoi? On va faire quelque chose. On va aller au bout de cet itérateur pour s'en servir. En l'occurrence, avec ici, vous voyez l'étoile pour accéder à la left value, donc accéder à la valeur désignée par cet itérateur. Ensuite, notre boucle va continuer pour dire, eh bien, on va passer à l'itérateur suivant. L'opérateur plus plus est surchargé pour les itérateurs. Et il faut faire quoi maintenant? Il faut continuer à avancer tant que nous ne sommes pas à la fin. À la fin, eh bien, on a simplement ici le v.end avec, notons d'ailleurs que ça s'écrit plutôt d'habitude, donc on est différent de v.end. Mais attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça vous a échappé, il s'agit maintenant de mentionner à quoi ressemble en particulier le v.end. Alors, prenons la liste en dessous. Pour cette variable de boucle, on a dit, eh bien, c'est un itérateur sur, non pas n'importe quel vecteur, mais un vecteur d'entier. Le vBegin, c'est quoi? C'est un itérateur sur le premier élément. Mais ce qui est surprenant, et ça sera systématiquement comme ça pour les itérateurs, le vEnd ne désigne pas le dernier élément, il désigne celui qui suit immédiatement après le dernier. Ça veut dire que si vous allez sur v.end, vous êtes effectivement déjà en dehors de la structure. Et enfin, l'incrément, on en a parlé, et pour accéder au left value, donc accéder à la valeur, eh bien, i, on ne peut pas faire simplement un CR de i, puisque i n'est pas un élément, i est un itérateur sur un élément. Donc, il va falloir faire étoile de i. Eh bien, ça a l'inconvénient d'être un peu compliqué, mais ça a le grand avantage de ressembler très fortement à ce que nous ferons lorsque, en C, nous ferons les passages par adresse, les déréférencements et ce genre de choses. Nous venons de voir une syntaxe un peu barbare concernant les itérateurs. Cette boucle for traditionnelle avec une variable de boucle de type itérateur, et puis on va du début, de begin jusqu'à end, etc. On pourrait se poser légitimement la question, mais au fond, à quoi ça sert? Parce que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vraiment c'est utile? C'est vrai que si on s'en tient qu'au vecteur, non. Mais vous verrez que plus on avance, plus on aura besoin, et ça sera particulièrement illustré
dans la librairie algorithme, plus on avance, plus on a envie de séparer les données de l'algorithme. Parce que typiquement, au fond, si on veut trier un tableau, eh bien, vous conviendrez que ce soit un tableau de pommes, un tableau d'entiers, un tableau de couleurs ou Dieu sait quoi, finalement, la manière dont on trie, du moment qu'on est capable d'ordonnancer des valeurs, donc typiquement avoir des données scalaires ou du moins les rendre scalaires par des opérateurs de comparaison, eh bien, l'algorithme de tri sera exactement le même. Donc, itérer sur des éléments inconnus, en tout cas indépendants de l'algorithme, eh bien, ça sera un élément très important de la suite de votre formation. Précisément dans cet esprit, pour se détacher de l'information qui est manipulée, du type de données qui est manipulé, eh bien, lorsqu'on fait une variable de boucle, on ne sait pas toujours sur quoi on itère, d'ailleurs. C'est assez légitime. Donc, le système avait besoin, pour nous rendre indépendants, d'un type de données automatique qui saurait s'adapter à l'information pointée, par le biais d'un itérateur. C'est précisément ce qui a été fait depuis C11, à ne pas confondre avant C11, on en reparle dans un instant. Mais vous voyez ici, auto, c'est quoi? Eh bien, en clair, je dis au système, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça sera un itérateur sur quelque chose, tu trouveras bien, tu vas gérer ça à la compilation. Mais au fond, c'est, comme son nom l'indique, automatique. Ça veut dire que c'est le compilateur qui, sur la base de la partie droite, sur la base de la variable qui sera transmise, ici c'est un itérateur, donc c'est un itérateur de quoi, sur un vecteur de quoi, d'entier, etc. Ça veut dire que c'est le compilateur qui, sur la base de la valeur A affectée, va déterminer le type pour construire la variable de boucle. Alors ici c'est mis en exergue parce que c'est typiquement là que c'est utile, mais effectivement le terme auto est un mot-clé qui en effet laisse le compilateur décider. En fait, on peut vraiment l'utiliser partout, mais évidemment c'est une très mauvaise idée. Imaginez dans votre code auto ma valeur égale 3, et on a des autos dans tous les sens et partout. Alors que depuis quelques semaines, on passe du temps à choisir correctement les bons types. Eh bien évidemment, avoir un auto ici n'est à utiliser que dans des cas particuliers, en particulier justement lorsqu'on veut s'affranchir du type de données que l'on veut utiliser. En fait, le terme auto appartenait déjà dans la liste des mots-clés avant le C11, simplement il signifiait autre chose. À l'instar des variables statiques, eh bien, on pouvait dire des variables de allocation automatique. Typiquement, c'est une variable que l'on a par défaut, c'est celle que l'on crée dans un bloc et qui prennent naissance dès l'instant qu'on les déclare et qui disparaissent dès l'instant qu'elles sortent du bloc. C'est typiquement les variables auto. Alors, on pouvait dire, à l'époque, maintenant c'est complètement déprécié, mais on pouvait dire auto int ma variable égale 12. Le auto était en effet possible, mais quoi qu'il en soit, c'était la valeur par défaut, et donc personne ne l'utilisait. Il est donc devenu complètement déprécié, ce qui n'est pas plus mal, et il a avantageusement été maintenant utilisé pour le terme auto qui, on vient d'en parler, désigne le fait que le type sera déterminé à la compilation. Lorsque l'on fait une boucle, typiquement la boucle for, avec des variables de boucle qui sont plutôt décrémentées, eh bien, vous vous souvenez bien qu'on est capable d'aller en avant ou en arrière avec nos variables de boucle. C'est pour la même raison que nos itérateurs, en fait, il en existe plusieurs. On a vu plusieurs fois le begin-end, qui encore une fois désigne le premier ou celui qui suit immédiatement le dernier. Mais si on voulait aller à l'envers, c'est-à-dire du dernier au premier, on va utiliser des itérateurs qui vont s'appeler RBegin, REnd pour reverse. Donc reverse begin, reverse end. Maintenant, si on est en train d'itérer sur un vecteur constant, nous devrions dès lors utiliser des itérateurs constants, constant begin, constant end. C'est exactement les mêmes, simplement ils vont fonctionner de manière constante et vous retournez typiquement une valeur sur une constante. Alors, puisqu'on a le cBegin et le cEnd, eh bien immanquablement, on va avoir quoi? On va avoir le constant reverse begin et le constant reverse end. Alors, pour la beauté du geste, c'est quand même utile de les utiliser, mais en effet, si on ne les utilise pas,
Ça veut dire que même sur une constante, si on va utiliser le begin ou le rBegin, eh bien, sur un vecteur constant, eh bien, quoi qu'il en soit, l'itérateur fourni sera alors lui aussi constant. Rien de mieux que de mettre en œuvre ces itérateurs pour bien comprendre comment est-ce qu'ils s'opèrent, puisqu'on a vu qu'on pouvait avoir des boucles qui vont à l'endroit, qui vont à l'envers, on a des itérateurs qui sont reverse. Comment ça s'organise tout ça? Prenons comme exemple un vecteur ici, on le voit, on a simplement un vecteur de 5 éléments, 2, 3, 5, 7, 11. Ce qu'on vous a proposé déjà, c'est les itérateurs tout à fait standards, ça veut dire qu'on va aller de begin à différent de end, donc on va incrémenter i, donc on va du début jusqu'à la fin, et tant qu'on n'est pas à la fin, puisque la fin désigne le dernier plus 1, on va faire quoi? On va afficher celui que j'ai au bout de cet itérateur, avec, on le voit ici, une variable de boucle itérateur que l'on a écrit simplement auto. Donc sans surprise, on va afficher les valeurs de notre itérateur, de notre vecteur. Si maintenant on voulait les prendre à l'envers, alors c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va simplement dire qu'on veut partir du début à la fin, mais en reverse, et on va continuer à incrémenter, c'est-à-dire que ce sont bel et bien nos itérateurs qui vont s'organiser pour aller dans le sens inverse. Donc si comme précédemment on veut afficher ce que j'ai au bout de mon itérateur, eh bien on va les afficher 11, 7, 5, 2 et 3, pardon, 11, 7, 5, 3 et 2, donc en effet dans l'ordre inverse. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prétendre que l'on a un vecteur constant, ou en tout cas que pour l'opération de la boucle, on n'a pas besoin de les atteindre avec un mode d'écriture. Donc en effet, on va pouvoir utiliser le cBegin pour constant, donc j'aimerais un itérateur constant, il sera donc impossible de modifier ce qu'il y a au bout de cet itérateur. Maintenant, pour faire un cout, ça suffit très bien. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est que, heureusement, et c'est bien l'objectif des itérateurs, on n'est pas obligé d'aller à la fin. On peut itérer pour un nombre différent du nombre d'éléments que l'on a dans le vecteur. Ici, on a choisi d'afficher tous sauf l'avant-dernier, sauf le dernier, donc typiquement, il va en manquer un. Si maintenant on veut utiliser le reverse begin, reverse end, mais avec une constante, eh bien évidemment rien de plus facile, on va simplement le désigner ici, ça veut dire qu'on va aller à l'envers. Alors maintenant ce qui est intéressant c'est de se demander, mais au fond, qu'est-ce qui désigne ce reverse begin, en particulier si je fais un décalage de 2? Puisqu'il est en reverse, ça veut dire qu'il désigne le 11. Si maintenant je fais un plus 2, ça veut dire plus 1, plus 2, donc finalement, en ayant éliminé ces deux valeurs, j'en suis au 5. Donc le cRBegin plus 2 désigne le 5. Le crEnd désigne, puisque je suis en reverse et que je n'ai pas de décalage, en l'occurrence, ça désigne le 2. Donc cette boucle va donc afficher 5, 3 et 2. On peut encore se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si dans une boucle, je mélange un itérateur, par exemple, qui va dans le bon sens, begin, avec un reverse end, ou un reverse begin et un end? Eh bien, tout simplement, le compilateur ne peut pas accepter cette requête puisqu'elle n'a aucun sens et vous aurez un message d'erreur. Comme dit en début de présentation, le grand avantage avec les vecteurs comparativement au tableau C ou au array, c'est qu'on va pouvoir modeler leur taille en cours d'exécution. Alors typiquement, la méthode resize. On va simplement modifier et demander explicitement une nouvelle taille. Rien de plus simple. On va dire resize, simplement c'est une méthode d'un objet, ça veut dire qu'on va s'adresser à un objet pour dire j'aimerais faire un resize sur V, et on va lui donner une nouvelle taille. Maintenant, cette nouvelle taille, ce n'est pas un delta, j'aimerais pas plus 2 ou moins 3, j'aimerais une nouvelle taille. Si j'avais 10 éléments et que je demande 13, eh ben j'ai 3 éléments de plus. Si j'avais 10 éléments et que je demande 7, j'ai 3 éléments de moins. Du coup, il est peut-être intéressant, si on était en train d'augmenter la taille, de donner la valeur par défaut des nouveaux éléments qui seraient ainsi créés. Quelques exemples. Nous travaillons ici sur un vecteur qui, toujours avec nos valeurs 2, 3, 5, 7, 11, un vecteur de 5 entiers. Eh bien, manifestement, si j'aimerais une taille de 3,
ça veut dire que je vais couper les éléments supplémentaires. Donc, je vais garder que 3 éléments, et donc les éléments 7 et 11 vont simplement disparaître. Donc, ils ne seront plus dans la structure, en tout cas, logiquement, ils ne seront plus dans la structure, physiquement, c'est égal, mais en tout cas, si on redemande la taille après un resize, on va, en cet exemple-là, trouver une taille de 3. Si, maintenant qu'on a ce vecteur ici avec 3 éléments seulement, si j'aimerais avoir 6 éléments, donc je vais passer de 3 à 6, je vais rajouter 3 éléments, et chacun de ces éléments, j'aimerais qu'il ait comme valeur 1. Donc on retrouve notre 2, 3, 5, simplement, on va leur rajouter 3 éléments, chacun valant 1. Là-dessus, je refais un resize de 8, donc j'aimerais maintenant au total 8 éléments. Je n'ai pas spécifié la valeur de ces éléments supplémentaires, je me retrouve donc ici avec 2 zéros complémentaires. Si je fais un v.size, je vais trouver effectivement une taille de 8. Imaginons maintenant, nous souhaitons faire un resize de 0. En clair, on aimerait vider la structure. Eh bien, il y a plus simple, on peut faire un clear. v.clear. La question maintenant est quand même de se poser, mais qu'est-ce qui se passe si je supprime des éléments? Parce que je demande une taille inférieure à la taille que j'ai actuellement. Évidemment, les éléments sont détruits. Mais quels sont ces éléments? Si ce sont des types simples, typiquement des entiers, etc., ça n'a aucun effet, puisque au final, on va simplement réduire la taille de notre élément, de notre vecteur, et probablement la capacité ne sera pas forcément mise à jour. Par contre, si on a des types composés, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va lancer ce qu'on appellera les destructeurs de ces éléments-là. Et typiquement, ça va libérer la mémoire, en particulier si ce sont des éléments qui ont été alloués dynamiquement. Donc, c'est quand même un enjeu important, en particulier lorsqu'on va gérer de la mémoire de manière dynamique. Il peut être intéressant de vérifier, donc de demander si un vecteur est vide. Alors bien sûr qu'on va pouvoir demander si le vecteur est vide en comparant sa taille, rien de plus simple, mais il y a quand même plus élégant, à savoir le v.empty. La méthode empty est simplement une méthode qui va vous retourner un booléen vrai si, en l'occurrence, le vecteur concerné, ici v, est à vide. Ça veut dire qu'on contient 0 élément. On parle bien de taille, on ne parle pas de capacité. Maintenant, imaginez, vous souhaitez utiliser un vecteur dans le concept d'une pile. Ça veut dire que vous devez ajouter quelque chose à la fin et le reprendre à la fin. Pour une pile, on aurait parlé du sommet. Alors bien sûr qu'on va pouvoir développer des algorithmes pour le faire, mais en fait, tout est fait. Vous avez ici le pushback. Donc le pushback, il s'agit d'amener une valeur complémentaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette valeur par référence constante, parce qu'on veut non pas la copier, mais on veut pas la modifier, on veut simplement la copier. Alors par référence, et c'est dans la fonction, dans la méthode que la copie sera faite. Et à l'inverse, le popback, lui, va supprimer la valeur. Ça veut dire que si vous voulez récupérer cette valeur, il faut d'abord sans doute faire un back pour récupérer cette valeur. Alors, le plus intéressant quand même, c'est que si vous aviez un vecteur de 10 éléments et que vous rajoutiez un 11e, 12e, 13e, eh bien, et c'est bien l'objectif, heureusement, la taille et probablement la capacité vont être adaptées de manière complètement implicite et transparente. Donc c'est vraiment très pratique. Alors si on fait un pushback, eh bien en effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la taille de 1, et si on fait un popback, vous voyez que c'est une valeur de retour nulle, donc on ne retourne rien. Il va falloir faire un back d'abord pour récupérer la valeur avant de faire un popback, sinon c'est trop tard. Mais faire un popback va faire quoi? Va décrémenter la taille et détruire l'élément. Quelques exemples pour mettre en œuvre le resize, pushback, popback, etc. Comme d'habitude, reprenons notre vecteur un peu fétiche, 2, 3, 5, 7 et 11. Si on fait un pushback, ça veut dire qu'on va ajouter une valeur à la fin. Donc, on ajoute à la structure que nous avions 13. Donc, on retrouve 2, 3, 5, 7, 11, et on a ajouté à la fin 13. Clairement,
La taille, la capacité a été mise à jour. La taille en tout cas, la capacité si nécessaire. Resize. Eh bien maintenant, j'aimerais garder que les 3 premiers. Ça veut dire qu'on va couper tout ceci et on garde 2, 3, 5. Si maintenant on fait un pop-back, ça veut dire qu'on va supprimer la valeur qui était à la fin. Encore une fois, le pop-back ne retourne rien. Si vous vouliez sauver cette valeur, c'est déjà trop tard. Maintenant, on fait un resize. On avait dès lors que 2 valeurs. On aimerait avoir 6 valeurs en tout. Les nouvelles valeurs auraient la valeur de 1. On retrouve les 4 valeurs complémentaires. On avait 2, on voulait 6, on a donc 4 valeurs complémentaires. Le clear, eh ben on vide tout, il n'y a plus rien. Et maintenant, si on fait un pushback, le pushback de rien, ça veut dire le début. On va ajouter ici la valeur 42. Si maintenant je fais un resize de 5, donc j'avais une valeur, j'en aimerais 5, sans préciser leur valeur initiale, eh bien on va avoir 4 zéros complémentaires. Voyons maintenant dans les prochains slides le erase et insert. Erase pour supprimer des éléments désignés par des itérateurs, insert pour ajouter des éléments à une position donnée. Alors, pour le premier, le erase, on va lui passer quoi? On va lui passer une position, mais non pas un indice, non pas le énième, on va simplement passer un itérateur. Donc il faut avoir déjà un itérateur qui désigne l'élément à supprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retourner un itérateur, on en parle dans un instant. Mais on peut également erase de A. Donc donner un range, et de nouveau, on va avoir un itérateur qui sera retourné. Ça veut dire qu'avec la première, on va supprimer l'élément qui sera désigné, donc on va supprimer un seul élément, et avec la deuxième version, on va supprimer typiquement de begin à end, donc un range. Donc le last ne sera pas compris. Alors le plus simple évidemment, c'est de voir quelques exemples. Reprenons. On a notre vecteur V ici avec, vous voyez, des valeurs 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Typiquement, vous avez reconnu les nombres premiers. Si on veut supprimer celui qui est désigné en... Si l'on veut supprimer celui qui est désigné en begin, ça veut dire que j'aimerais supprimer le 2. Eh bien, en effet, on va retrouver, dans le vecteur résiduel, on va trouver 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Si maintenant j'aimerais supprimer de begin plus 1 à begin plus 3. Alors, mettons des couleurs pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Begin plus 1, c'est lequel? On va le mettre en vert. Begin plus 1, ici c'est begin, ça veut dire que c'est le 5. Et moi j'aimerais supprimer, on va le mettre en bleu, on va supprimer jusqu'à begin plus 3. Donc, plus 1, plus 2, plus 3. Donc, avec notre begin plus 1, on a le 5, begin plus 3, on a le 11. Mais, non compris. Autrement dit, on va avoir supprimé le 5 et le 7, c'est pour ça que l'on retrouve 3, 11, 13 et 17. Si on recommence, on va reprendre nos mêmes couleurs. On aimerait maintenant supprimer begin plus 1 de ce qui reste. Ça veut dire typiquement le 11. Et enfin, on aimerait supprimer le end moins 1. Le end moins 1, le end, il est là dehors. Le n moins 1, c'est donc le 17. Mais le 17, toujours, valeur non comprise. Ça veut dire que, en effet, il va rester dans notre vecteur 3. Le 11, on l'a supprimé. Le 13, il a été supprimé puisqu'il est dans l'intervalle. Le 17, il n'a pas été supprimé puisque c'est le dernier non compris. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais au fond, l'itérateur qui sera retourné par la méthode erase, à quoi correspond-il? En fait, il va vous retourner l'élément qui suit directement l'élément qui a été supprimé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exemple ici où nous avons supprimé le premier, eh bien, le v.erase va vous retourner un vecteur sur le 3. Si ici on avait supprimé le point begin plus 1 jusqu'au begin plus 3, eh bien, on va retourner un itérateur sur le 17. Maintenant, comment se passent les insertions? La méthode insert va demander un itérateur pour désigner une position. Ça sera la position avant laquelle on va insérer quelque chose. En clair, vous verrez dans les exemples, on va désigner un élément, on va pousser cet élément en arrière et on va insérer en lieu et place. De nouveau, on va retourner un itérateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que, à nouveau, on va pouvoir insérer un élément unique, ou bien on va pouvoir dire, eh bien, tout comme le constructeur, j'aimerais à cet endroit-là insérer 3 éléments, ou insérer 4 éléments dont la valeur est. Reprenons un vecteur, 2 et 3, et j'aimerais en position, finalement 0, en position begin, j'aimerais ajouter 1. Donc on avait 2 et 3, on a rajouté 1. Maintenant, en position begin toujours, j'aimerais rajouter 3 éléments, chacun valant 0. On retrouve ici notre 1, 2, 3, mais précédant le 1 maintenant, nous avons 0, 0, 0. Ou bien en begin plus 5. Alors, begin plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça veut dire ici, donc je vais pousser le 3, et à partir du 3, je vais rajouter un élément, moins 1. Ou bien alors, en begin, on va rajouter une liste de valeurs, possible depuis C11. On va rajouter une liste de valeurs 1, 2, 3, donc on va trouver notre 1, 2, 3, puis les 0, 0, 0, 1, 2, moins 1 et 3 que nous avions précédemment. Et comme pour le erase, on va pouvoir se servir d'un autre vecteur. Ça veut dire que quoi? On va ici faire un insert en v.begin, donc à partir de la position ici 1, donc position 0, valeur 1, on va faire quoi? Eh bien, on va ajouter le contenu du vecteur w, begin à n, en clair, on va aller lire le vecteur w que l'on a, à savoir 5 et 7, et à cet endroit-là, en poussant 1, 2 en arrière, on va rajouter notre 5 et 7, et on retrouve la suite que nous avions précédemment. Comment ça se passe si on devait faire nous-mêmes ces codes pour insérer ou supprimer des éléments? Finalement, vous les avez vus avec les tableaux C. Pour insérer ou supprimer un élément, eh bien, il s'agit simplement de se positionner et puis supprimer quelque chose, donc jouer avec les indices, ou bien s'il fallait insérer quelque chose, il va falloir décaler et insérer. Alors évidemment, insérer à l'arrière, c'est toujours une opération un peu plus coûteuse parce que ça sous-entend qu'il faut ajouter de la mémoire, ensuite il va falloir aller rajouter les éléments dont on a besoin. Et puis insérer et supprimer à une autre position, eh bien c'est ce que vous avez vu avec les algorithmes. Il va falloir déterminer là où on veut interagir, et puis par le biais de boucles, soit recopier la suite en amont parce qu'on est en train d'effacer quelque chose, ou inversement, décaler vers la droite, donc vers la fin, les éléments nécessaires pour créer la place pour que l'on puisse copier les nouveaux éléments qui doivent s'insérer. Donc, évidemment, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas parce qu'il y a des itérateurs ou ce n'est pas parce que ce sont des méthodes que les algorithmes diffèrent. Depuis le début, nous faisons la différence entre taille et capacité. En effet, c'est vraiment important. Taille, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nombre d'éléments que nous avons actuellement dans la structure. Capacité, c'est le nombre d'éléments que nous pouvons avoir dans la structure, dans l'état actuel. Autrement dit, la taille est toujours plus petite ou égale à la capacité. Alors, on a vu, en particulier avec les vecteurs, qu'il était possible et facile de les redimensionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on augmente la taille au-delà de la capacité, eh bien nécessairement, il faut trouver de la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir réallouer de l'espace
contigu à cette structure-là et copier les éléments dont nous avons besoin. Si d'aventure, pour des raisons de fragmentation mémoire, eh bien, l'augmentation de la structure n'est pas possible à cet endroit mémoire ici, eh bien, ça veut dire que le système va se débrouiller pour le déplacer. Et vous aurez, s'il y a assez de mémoire évidemment, vous aurez votre nouvelle structure qui sera déplacée, le tout étant fait automatiquement, et les éléments seront déplacés et recopiés au nouvel endroit. Ça veut dire effectivement que augmenter la capacité, c'est heureusement quelque chose qui n'est pas trop demandé. Alors s'il faut le faire, il faut le faire, mais chaque fois que ça doit se faire, eh bien évidemment, c'est coûteux. Ce qui rend évidemment cette opération relativement moyenne en termes de performance. A l'inverse, si on veut diminuer la taille, on l'a déjà fait plusieurs fois, eh bien ça veut dire qu'on n'a plus besoin de cet espace, on va simplement laisser la capacité telle qu'elle et on ne va pas l'ajuster. Alors évidemment, si on avait réservé une capacité de 1 million de valeurs et tout d'un coup on a besoin de 3, en effet, d'un point de vue mémoire, ce n'est pas très optimisé. On verra des outils pour gérer ceci. Alors, puisque précisément la notion de capacité est gérée de manière automatique et ce n'est pas toujours souhaitable, puisque si tout d'un coup on demande beaucoup d'informations, eh bien le système va devoir se stopper pour réserver de la mémoire, ou inversement, si on n'a plus besoin de toute cette mémoire, on a vu que mettre à jour la taille avec un resize ne va pas changer la capacité. Le langage met à disposition des méthodes pour gérer précisément cette capacité. Ici, on en a 3. Ces 3 éléments vont, c'est marqué ici, vous permettre d'optimiser de manière très explicite vos souhaits et donc prendre des décisions. Le premier est reserve. Reserve, ça veut dire que vous allez pouvoir dire « j'aimerais avoir tant d'éléments stockables ». Ça ne veut pas dire que la taille va changer. Simplement, vous préparez la mémoire à être capable de recevoir tant d'informations, tant d'éléments. Maintenant, si vous faites un resize et que vous avez déjà plus, si vous faites un reserve et que vous avez déjà plus, eh bien, ça ne va rien faire. Le reserve est vraiment là pour aller en augmentation. Alors du coup, on peut être intéressé à comprendre quelle est la capacité que nous avons. C'est pourquoi vous avez une méthode ici, capacity, qui vous retourne un size type, donc qui vous retourne la capacité que vous avez actuellement. Ça n'a rien à voir avec la taille, c'est la capacité. Et si nous souhaitons réduire pour libérer de la mémoire, parce qu'on sait que dans un futur proche, on n'aura pas besoin de tout ça, eh bien, depuis C2011, nous avons Shrink to Fit. Ça veut dire que ça va réduire autant que possible la réservation mémoire, donc la capacité. Nous avions évoqué la possibilité au début de cette vidéo. Comment faire un vecteur à 2 dimensions? Alors, déjà, un vecteur, c'est quoi? On va le reprendre, c'est simplement un vecteur de quoi? D'entiers. Et ici, j'aimerais V1, c'est un vecteur de 10 entiers, chacun valant 0. Mais puisque, précisément ici, je suis capable de dire de quel type est mon vecteur, eh bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un vecteur de vecteurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier vecteur à une dimension, c'est un vecteur d'entier. Ça veut dire que tout ceci est devenu un type. Et je retrouve mon type ici. Donc, en effet, le vecteur interne, c'est un vecteur d'entier. Et le vecteur externe, eh bien, c'est un vecteur de vecteurs. Alors, évidemment, ils ont des noms différents. Ça veut dire qu'ici, on aura V2, c'est un vecteur de vecteurs, et V1, c'est un vecteur d'entier. Mais là où c'est très intéressant, c'est que V1, c'était quoi? C'était un vecteur de 10 entiers. V2, c'est un vecteur vide. Donc j'ai 0 fois 10 entiers. Mais au contraire des tableaux de tableaux en C, int, tab, crochet 10, crochet 20, ça veut dire que vous avez nécessairement un tableau de tableaux, finalement sous forme de matrice, nécessairement une matrice rectangulaire, au mieux carrée. Eh bien, puisque vous avez des vecteurs de vecteurs, on peut imaginer que vous avez
un vecteur de ligne, donc une page, un vecteur de ligne, et chaque ligne contiendrait des caractères. Et puisque vous avez des vecteurs de vecteurs, chaque ligne peut avoir une longueur différente. Et ça, c'est une grande différence. Ça veut dire que lorsque vous aurez des problèmes à résoudre, peut-être que vous devrez vérifier que votre matrice est renseignée de manière symétrique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, V2, on aimerait faire un resize de 3. Ça veut dire qu'on est en train de se dire qu'on va avoir 3 vecteurs internes. Et chacun de ces vecteurs internes, je vais être capable de les redimensionner ici pour la boucle for. Pour tous les vecteurs internes, j'aimerais dire quoi? Pour i qui va de 0 à plus petit que la taille de V2, donc typiquement le vecteur externe, donc toutes les lignes, j'aimerais prendre chacune des lignes pour dire le vecteur externe, indice i, ça veut dire le vecteur interne. Ce vecteur interne, je lui dis, tu fais un resize de 4. Donc, avant j'en avais 10, maintenant j'en ai 4. Donc, comme dit précédemment, rien n'oblige d'avoir des vecteurs internes qui auront tous la même taille. Et c'est vraiment l'aspect pratique et modulable des vecteurs. De plus, si on veut accéder directement à une cellule de vecteur, eh bien, on a vu l'opérateur crochet. Donc on va pouvoir, tout à fait comme des tableaux C, on va pouvoir aller sur la deuxième ligne et le troisième élément du vecteur interne. Que ce soit avec les opérateurs crochet ou avec les méthodes at, typiquement ici. Donc ces deux éléments sont complètement synonymes. Toutefois, puisque on a des tailles qui sont possiblement divergentes pour les lignes, en tout cas pour les vecteurs internes, eh bien, ça veut dire que l'accès aux données peut être aléatoire. Donc, comme vu précédemment, si on utilise l'opérateur crochet, eh bien, il n'y aura aucune gestion des contraintes. Et si on va sur une cellule qui n'existe pas dans ce vecteur de vecteurs, le résultat sera complètement indéterminé. Alors que si on utilise la méthode at, eh bien, si la cellule existe, on aura accès à cette cellule en lecture ou en écriture, selon les cas. Ici, c'est en lecture. Alors que si elle n'existe pas, nous aurons une exception, souvenez-vous, out of range, qui sera levée. Si maintenant nous souhaitons initialiser une matrice, un vecteur de vecteurs, alors bien sûr on peut créer cette matrice vide et puis après avec une boucle telle qu'on l'a vu précédemment, aller reconstruire cette matrice, mais heureusement il est possible de faire mieux. Vous voyez ici, on se crée un vecteur de vecteurs comme précédemment, on appelle V et on lui dit on aimerait 3 et 3 fois. Et quelle est la valeur de chacune de ces lignes? Eh bien, c'est un vecteur qui sera lui-même initialisé à 4. Alors, on n'a pas vraiment donné le contenu, on a surtout donné la forme. Ça veut dire qu'au fond, on a 3 vecteurs, 3 lignes, et chacune de ces lignes contient 4 entiers. En l'occurrence, 4 fois 0. Même si le concept est très intéressant, on observe quand même que la syntaxe est pour le moins difficile, compliquée, ou en tout cas, elle ne saute pas aux yeux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, on a deux méthodes. On a une méthode plus C, type def, et puis la prochaine qui viendra avec le using. L'idée, c'est quoi? Type def ou type def, c'est en fait de donner une définition à un type. Alors, cette façon ici d'écrire, qui est quand même assez difficile et peu lisible, on va la détailler. Type def, on va donner le mot réservé type def, et on va donner un synonyme à un type existant. Alors attention, l'ordre est dans ce sens-là, il faut un tout petit peu s'en souvenir. Ça veut dire qu'on va donner type def, un type existant, et on va donner un nom à tout ceci. Attention, c'est le contraire quand on faisait un ds-define. Alors, mettons ceci en exemple avec typiquement notre vecteur de vecteurs. Bien, si on se fait un type def, et on va nommer ici vecteur int, et on va dire ceci c'est des lignes. En effet, si c'était un vecteur de caractères, vous auriez tout de suite compris que c'est des lignes. Donc ici, on a simplement une ligne de chiffres. Et on va se faire un vecteur de ligne, et lui, ça sera une matrice. L'avantage avec ceci,
c'est que on peut directement utiliser ce type, et vous voyez, c'est pas par hasard si on a utilisé des L majuscules et des M majuscules, puisqu'on a défini un type. Donc on va se définir une matrice M qui vaut 3 éléments, ce sont des lignes, et chacune des lignes vaut 4 éléments, c'est les entiers de nos lignes. Pour continuer avec les types def, il faut bien comprendre que ce ne sont que des synonymes. Et ça peut être utilisé dans d'autres contextes et il n'y a aucune vérification. Si on prend ici un exemple, on va définir un type existant que l'on appelle pomme. On définit un type existant entier que l'on appelle orange. Rien ne vous empêche d'ajouter ou d'affecter une pomme à une orange. Donc ce ne sont que des synonymes. En réalité, vous avez un entier. C'est finalement que pour améliorer la lisibilité. C'est pour ça qu'on préférera en C++ une version qui a été amenée depuis C11 et qui est le using. Alors, et l'ordre est toujours un peu différent ici, donc on va prendre le using, un type existant, et on va donner une étiquette à ce type existant avec, vous le voyez, le signe égal. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un using ligne. Ligne, c'est le nouveau nom que l'on donne, qui vaut vecteur de entier. Et on va faire un using de matrice, donc on crée matrice, qui vaut quoi? Qui vaut un vecteur de ligne. Donc vous voyez, plus clair et plus lisible, c'est difficile, donc c'est vraiment très utile et très pratique d'utiliser ces usings, ça rend votre code absolument lisible. Et non seulement ça sera utile lors de la déclaration, pourquoi pas d'objet, mais surtout lors du paramétrage. Ça veut dire qu'on pourra se passer à une référence sur une matrice constante, par exemple, et on n'aura pas besoin d'avoir des vecteurs de quelque chose. Donc vous voyez, ça augmente considérablement la lisibilité, et donc ça facilite le débugage. Voilà qui conclut cette vidéo sur les vecteurs. Évidemment, c'est quelque chose que nous allons mettre en pratique de façon très importante. À bientôt!